Monsieur Geoffroy Bram, qui est ici présent. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je voulais simplement mentionner que je ne suis pas associé à la plainte dont on vient de parler. Voilà. Donc, je n'ai aucun lien avec le corps médical. Donc mon témoignage est assez simple. Mon frère, qui avait 52 ans, a été vacciné le 31 mai, seconde dose du vaccin Pfizer au centre de vaccination au Ezel, est mort le lendemain, en milieu d'après-midi. Le soir de la vaccination, il se plaignait de douleurs dans les poumons. Et lorsque les ambulanciers sont venus le lendemain, ils n'ont pas pu le sauver. Le médecin qui a constaté son décès a suggéré à ma belle-sœur de porter plainte à la police. Je ne sais pas si elle l'a fait. En tout cas, son décès a été enregistré comme un effet secondaire auprès de l'agence belge du médicament. Et donc voilà, il laisse 3 jeunes enfants sans leur père. Moi, ça m'interpelle à plein d'égards. Justement, je me posais la question de savoir si, pour un citoyen lambda, il était possible d'interroger cette base de données de l'agence belge du médicament, s'il est possible d'y avoir accès à des données qui sont peut-être anonymisées, ou pour faire des recherches par rapport en fonction de l'âge, en fonction de différents critères, etc. Et de voir le nombre de décès. Je voyais des statistiques en France par rapport au nombre de décès. On mentionnait 400 ou 100 ou 500 décès. Rapporté à la Belgique, ça ferait peut-être 80 décès, quelque chose comme ça. Et un autre aspect que je trouve important de mentionner, si on est dans cette logique de coût-bénéfice, si on peut sauver 1000 vies en sacrifiant peut-être quelques-unes, parce qu'effectivement, comme on l'a mentionné précédemment, le vaccin n'avait été suffisamment testé, que fait-on pour les victimes de ce vaccin? Y a-t-il des indemnités? Qui est responsable d'encourager les Belges à se faire vacciner? J'entends beaucoup de figures d'autorité publique qui encouragent la vaccination. Quelles sont leurs responsabilités? Ils poussent les gens à se faire vacciner et potentiellement mourir. Ça pose question, certainement. En l'occurrence, votre frère n'avait pas de facteur de comorbidité. Non, il n'avait pas de comorbidité. Il avait 52 ans. Donc, il est mort d'une embolie pulmonaire. Et il n'avait aucune raison d'en avoir une. Donc, le médecin a considéré que le lien de causalité entre la vaccination et son décès était irréfutable. Ah oui. Et donc, c'était suite à quel vaccin? C'était le Pfizer, deuxième dose du Pfizer. J'ai trouvé ça très ironique parce que j'ai reçu moi-même, quelques semaines avant, une première vaccination avec l'AstraZeneca et mon frère m'implorait d'annuler mon rendez-vous en me suggérant de me faire vacciner avec le Pfizer qui est considéré comme plus sûr. Donc il y a vraiment presque cette division dans la population, même pour des gens qui sont prêts à se faire vacciner, en disant tel vaccin est plus dangereux, moins dangereux, etc. Donc il y a vraiment un problème de transparence par rapport aux risques liés à ces vaccins. Et donc, bien sûr, le gouvernement ne va pas publier des chiffres réels, sinon plus personne ne serait vacciné. Donc, de nouveau, ici, il y a ce rapport coût-bénéfice, et qu'on accepte peut-être dans la population un certain nombre d'incidents graves. Que fait-on pour les victimes ou les parents des victimes? Donc, ça, c'est une vraie question qui, je pense, n'a jamais été abordée jusqu'à présent. Et on voudrait avoir les chiffres réels, combien y a-t-il de décès en Belgique suite à ce vaccin. Alors évidemment, il y a ce problème de causalité, donc il y a des personnes assez âgées qui sont vaccinées qui vont mourir 3 semaines plus tard. On peut se dire, coïncidence, quand quelqu'un de 52 ans meurt le lendemain, je pense que le lien est plus immédiat et j'aimerais avoir des réponses. Difficile à nier. Bien sûr, bien sûr. Vous dites que vous vous êtes fait vacciner, qu'est-ce que ça change? Votre position maintenant après ce drame, et qu'est-ce que vous diriez maintenant à quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui est en bonne santé? C'est une question intéressante. Je suis dans une situation extrêmement particulière parce que j'ai un beau-frère qui a attrapé le Covid et qui est resté dans le coma pendant 6 semaines. Il en est sorti, il avait une chance sur 2 d'en sortir. Et lorsqu'effectivement il a été placé dans le coma artificiel suite à au fait d'attraper le Covid, effectivement ça nous a tous poussés à nous faire vacciner. Donc il y a quelque chose d'ironique, en fait, une personne de la famille risque de perdre sa vie à cause du Covid, ça nous pousse à nous vacciner, le vaccin tue mon frère. Donc. En même temps, comme on le disait avant, les traitements alternatifs ont totalement été passés sous silence. Interdit même. Interdit, donc c'est une situation totalement
presque criminel, hein, on pourrait dire. Moi, je pense que le vaccin a été trop peu testé. C'est une évidence, vu l'urgence de la situation. On peut comprendre la logique du gouvernement dans cette logique de coût-bénéfice. Je pense que ce qui manque, c'est de la transparence. Et effectivement, on oriente peu les personnes vers des thérapies alternatives ou des médicaments, tout simplement. De nouveau, je n'ai aucun lien avec le corps médical, donc je ne suis pas à même de juger l'efficacité de ces médicaments. Et l'autre aspect, bien entendu, c'est que fait-on pour les victimes qui en ressortent, mais aussi pour les parents de victimes qui sont décédés de ce vaccin. Donc. Normalement, légalement, c'est quand le vaccin est obligatoire que l'État doit ouvrir un fonds d'indemnisation. Mais ici, le vaccin n'est pas obligatoire. Donc, il n'a pas cette obligation de créer un fonds d'indemnisation. Et bien en plus, maintenant, la responsabilité, normalement, n'incombe pas à l'industrie pharmaceutique, aux laboratoires. Ils sont exonérés par contrat, je pense. Donc, on a souvent posé cette question, même à l'ordre des médecins, de savoir quand le médecin vaccine, qui est responsable, puisque le produit est expérimental. Or, devant le Conseil d'État, au mois de mars, l'ordre des médecins a plaidé, et même a écrit, que le vaccin n'était pas expérimental et qu'il n'existait aucun traitement. Donc même l'ordre des médecins est dans le mensonge flagrant, ce qui quand même est inquiétant, parce que ils sont quand même censés garantir la première règle déontologique qui est primum non nocere, et d'abord ne pas nuire. Donc moi je ne comprends pas pourquoi tout traitement n'est pas autorisé depuis le début, depuis 1 an. Par exemple, si vous êtes stressé, vous pouvez aller acheter du tabac au tabac du coin. Hein, c'est un produit toxique, il y a 70 cancérigènes dedans. C'est pas bon, on le sait, mais vous pouvez, en vente libre, l'État vous laisse pas de problème, et de l'ivermectine ou allez, tout le monde a pris de la Nivaquine pour aller en Afrique, pour pas se faire piquer par les moustiques ou pas risquer de développer un palu. Bon, en vente libre pendant 70 ans, subitement, comme par hasard, quand l'épidémie prend son essor, on le classe en toxique. Là, je suis désolé, mais c'est plus que des interrogations. Hein. Bon, je vais pas préjuger, mais on est dans une organisation plus que douteuse. Monsieur Bram, merci beaucoup pour votre témoignage et votre courage. Toutes nos condoléances. Merci. Et bon, j'espère que vous aurez des réponses et qu'on pourra essayer de voir si effectivement c'est un cas qui est pas seulement unique, mais qui se reproduit malheureusement peut-être à de nombreuses fois. J'espère qu'il y aura d'autres témoignages. J'espère qu'on pourra quantifier le nombre de victimes de ce vaccin. Alors, vaccination pour les enfants maintenant. Oui. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, Muriel? Moi, j'ai juste une question à un auditeur qui demande merci, ça fait du bien à entendre. Pensez-vous qu'il pourrait être utile d'envoyer une lettre recommandée à un directeur d'hôpital expliquant la situation et lui demandant de changer de politique sanitaire, et s'il n'obtempère pas, ça se retournera contre lui? Oui, certainement. Il faut que tout le monde réagisse de la manière la plus simple et immédiate, je dirais, dans sa proximité, par rapport que ça peut être une personne âgée dans un home ou dans une commune, enfin dans une institution du CPR. Enfin, Muriel connaît beaucoup de situations où on pousse. Moi, je suis consulté par beaucoup de personnel de soins de santé qui dit « Moi, je suis le dernier du service, sans être vacciné, il y a une pression tous les jours, on me demande de faire des tests PCR tous les 3 jours, j'en peux plus. » Les gens veulent préserver leur santé, les professionnels de santé veulent soigner et on les en empêche. C'est ça qui est criminel. Et quand on pose des questions, c'est très mal perçu. Donc quand on pose des questions aux médecins qui imposent, enfin pas qui imposent, qui proposent la vaccination, mais que tout le monde accepte, même parfois, il y a 2-3 récalcitrants, mais ça va, ils finissent par céder à la discussion, puisque c'est le médecin qui le dit. On est quand même dans cette culture de si le médecin le dit, on lui fait confiance. On est dans cette dynamique. Bien sûr. Alors qu'on a rencontré des infirmières qui nous disaient que quand elles posaient la question à des médecins qui le travaillent, elles disaient en fait on ne connaît pas très bien tous les tests PCR, le Covid, on ne connaît pas très bien. Bon, on a aussi été pendant 15 mois dans un matraquage, certains psychiatres parlent vraiment d'un phénomène d'hypnose, les gens sont hypnotisés et puis ont eu énormément peur. Donc on vous remercie évidemment d'être là et de faire ce travail courageux. Et toi-même, tu es menacé de licenciement? De perte de mon visa infirmier, donc ça veut dire que je ne pourrai plus être payée pour professer, donc je pourrais continuer bénévolement, chose que je ferai.
D'accord, c'est très courageux. Merci à vous Merci. tous. Merci Merci à vous. monsieur.